Merci à ceux qui sont venus affronter la chaleur une nouvelle fois, mais il y a des petits courants d'air. Et vous vous représentez parce qu'on n'a pas entendu sur la vidéo. Je vais me présenter. Bonjour tout le monde. Alors on va se présenter rapidement, chacun à notre tour, et puis après on vous explique un peu ce qu'on a prévu de vous dire sur la question de la métropolisation, et en partant du cas d'EuropaCity, mais pas que, il y aura d'autres exemples qui seront évoqués. Donc moi je suis Guillaume Faburel et je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 2. Ça fait qui dort. Oui, exactement. Plus près, plus près. Oui. Là. Patrick Laroche, voilà, je suis... on passe à la fin. Non, Patrick, il reprend le journal La Gueule Ouverte, et il est très modeste. Mais voilà, vous le trouvez sur Internet. Cet ancien, c'est un mensuel d'écologie politique très sympa. Voilà, donc je vous le recommande sur Internet. Je m'appelle Colline et je participe à un comité de soutien de la ZAD à Saint-Denis. Alain Dordet, donc je suis membre de la COSTIF. La COSTIF, c'est la coordination pour la sauvegarde des territoires d'Île-de-France, donc qui, comme son nom l'indique, vise à essayer de fédérer les villes qui ont lieu contre le Grand Paris. Voilà. Coordination et contre le Grand Paris. Voilà. Moi c'est Lise, en fait j'habite entre Vitry et Ivry, donc dans le 94 en banlieue parisienne, et je participe avec pas mal d'autres personnes et collectifs à des luttes aussi pour créer des solidarités chez nous, entre nous, et voilà, et notamment qui s'inscrivent contre les logiques capitalistes et notamment les logiques d'aménagement du territoire qui en ce moment sont en train d'agresser nos rues et nos lieux de vie. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on s'est alloué de manière totalement démocratique 6 à 8 minutes chacun, en randonnion, avec un peu de cohérence, pour lancer le débat. Le débat étant proposé autour des questions de métropolisation. Et dedans, le rôle ou la place des grands projets, vous allez voir qu'il n'y aura pas que ça, EuropaCity étant la figure un peu idéale typique ou paroxystique de ce que seraient aujourd'hui les grands projets all inclusive, tout en un. Alors du coup, moi ce que je sers un peu là d'introduction un peu globale, EuropaCity ou les grands projets, Notre-Dame-des-Landes bien évidemment et plein d'autres, en fait participent d'un mouvement qui est remarqué depuis une vingtaine ou une trentaine d'années et que l'on dénomme, alors au terme un peu conceptuel quoique, la métropole, vous en avez entendu parler, il y a eu une réforme territoriale, il y a des villes qui se battent pour avoir le label et colifichet métropole. Il y a des labels nationaux, internationaux, etc. Ça participe en fait d'un processus global depuis une petite quarantaine d'années, le tournant néolibéral, qui s'appelle la métropolisation. C'est-à-dire les villes qui grossissent, voilà, mais qui ne grossissent pas à l'identique des années antérieures, qui connaissent une mutation, une évolution assez fondamentale. Et on va en parler, on va parler d'un certain nombre de ces effets-là. Mais du coup, EuropaCity étant dedans assez représentatif de ce mouvement, voilà, ou cette évolution. Alors, pourquoi parler de la métropolisation? Pourquoi relier ces grands équipements et ces grands projets à ces mécanismes, à ces phénomènes-là? Tout simplement parce que la métropolisation traduit quelque chose que EuropaCity et le petit film qu'on va vous présenter, qui a été co-réalisé par Colline, l'incarne assez magistralement. La métropolisation, c'est nous faire aimer par-dessus tout, au nom d'une certaine modernité, ce que nous devrions être, c'est-à-dire des urbains, désireux de vivre en ville, de côtoyer, de s'émanciper en allant tous s'entasser dans la densité. Excusez-moi, il y a beaucoup de termes en « et », mais c'est un peu ça l'idée. La métropolisation, c'est nous faire aimer absolument les grandes villes. C'est le phénomène de urbanisation généralisée ou de mégalopolisation à l'échelle internationale. On ne cesse de nous vanter les mérites de la nécessité de tous habiter au même endroit. Avec, bien évidemment, vous l'avez remarqué, des phénomènes
qui sont en voie de standardisation dans toutes les grandes villes, mais il suffit de faire 15 km et vous l'aurez aussi remarqué. On a les mêmes paysages urbains, on a les mêmes tours qui s'érigent, on a les mêmes patrimoines qu'on cherche à réhabiliter, revitaliser, on a les mêmes événements festifs, alors fête des Lumières d'un côté ou autre chose ailleurs, mais ça vise en fait fondamentalement à essayer de continuer à nous faire habiter dans les grandes villes. Vous allez me dire, a priori, on a tous peut-être vécu dedans, en quoi serait le problème? Le problème, c'est que économiquement, ces grandes villes métropolisées, en tout cas celles qui prétendent avoir le statut pour peser dans la concurrence internationale et territoriale, ces grandes villes, en fait, appliquent toutes les mêmes recettes. On est à peu près partout nulle part quand on se balade dans ces grandes villes-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a encore des singularités, mais de moins en moins. Hein. On a les mêmes essences végétales, on a les mêmes espaces publics, on a à peu près les mêmes services qui sont proposés, enfin bref. Donc on perd de la singularité et des formes bien évidemment de localité, et derrière ce qui se joue, c'est bien évidemment un processus capitalistique, c'est un réencastrement du capital dans l'urbain généralisé, c'est-à-dire que nous devrions tous toujours plus être mobiles, fluides, en mouvement permanent, de telle manière à, dans ces villes-là, venir consommer, venir se divertir. Et c'est ainsi que les villes, sur les 30 ou 40 dernières années, n'ont cessé de concentrer toujours plus de population, de s'étendre quasiment à l'infini avec des phénomènes que l'on dit de périurbanisation, au détriment des espaces que, vous l'avez suivi dans les médias, on qualifie de plus en plus de périphériques, c'est-à-dire périphériques à quoi? Ce mécanisme global économique qui vise à nous faire aimer, au nom de la modernité, ce que seraient les grandes villes métropoles. Grandes villes métropolisées et les grandes métropoles. Alors la chose, c'est que une fois présenté ainsi, vous aurez compris, il y a une perspective un peu critique dans le propos. Il y a des phénomènes de standardisation, il y a des effets sociaux qui sont assez dramatiques, on aura l'occasion d'y revenir. C'est-à-dire que pendant que les villes grandissent et croissent, pendant que la croissance urbaine nous est vantée comme seul avenir commun, derrière ça, il y a des quartiers qui sont en voie de déshérence, il y a des formes de stigmatisation, d'exclusion, de ségrégation, des mécanismes de gentrification, etc. Pendant qu'on nous vante les mérites de l'entassement généralisé, bien évidemment, ça se fait au détriment de l'écologie. Il y a un mur climatique, il y a des défis qui sont annoncés, les villes consomment de plus en plus, elles sont responsables de 70% du réchauffement climatique. Voilà. On peut faire le procès de la ville, à un moment donné, de la grande ville, comme dessin commun d'un capital qui viendrait dorénavant désindustrialiser, réinvestir les villes selon d'autres formes d'activité. Et moi, ce qui m'intéresse encore plus peut-être là-dedans, c'est que du coup, il y a un profil type des personnes, ou en tout cas, il y a une tentative de nous faire croire, par un imaginaire, par des systèmes de communication, par des formes d'information. Merci de votre contribution. Désolé, il s'amuse, c'est l'informaticien qui s'amuse. Alors, du coup, l'idée derrière, c'est que, en fait, derrière ce phénomène généralisé, il y a des profils qui sont attendus. Il y a des sélections sociales qui sont croissantes. Je parlais de phénomène de fragmentation et de ségrégation. Il y a un profil type de l'urbain généralisé. Voilà. Il y a des populations, bien évidemment, ces formes d'attractivité sont sélectives. On cherche à faire venir dans les grandes villes des populations solvables, des types de catégories, de classes d'âge, de ménages, etc. Tout ça n'est pas encore totalement homogène, mais c'est bien l'aspiration. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est juste pour faire que le capital ait son propre rendement. Et du coup, ça crée effectivement des fractures, ça crée des exclusions. Les grandes villes sont de moins en moins hospitalières, accueillantes pour les plus démunis d'entre nous. Et surtout, j'insiste là-dessus, de plus en plus de gens, les chiffres de l'INSEE commencent à peine à le livrer, alors que ça fait maintenant 30 ans que c'est engagé, il y a de plus en plus de gens qui quittent les grandes villes. Au nom de ce phénomène, alors toujours, est-ce véritablement dans la conscience de ce que l'on vient rapidement de décrire? Pas toujours, mais c'est pas ça l'important. C'est que l'accélération qui nous est proposée, l'emballement généralisé, nous devrions de plus en plus être actifs, hyper connectés, hyper mobiles, etc., fatigue énormément. Et il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de leur propre devenir dans ces agglomérats urbains-là. Ils ne souhaitent pas toujours s'inscrire dans ces phénomènes de réencastrement du capital, dans certains types d'activités. Ils ne souhaitent pas toujours adhérer au projet de vie qui leur est proposé par cet urbain de la modernité actuelle. Du coup,
l'INSEE commence à pointer, il y a de plus en plus de gens qui quittent ces grandes villes dites métropolitaines, voilà, qui viennent repeupler, qui viennent étendre le périurbain, bref, qui commencent à construire un discours qui est anti-urbain ou alter-métropolitain. Donc on a une urbanisation qui, loin d'être croissante, elle peut l'être physiquement, en tout cas, les populations commencent à prendre conscience, ça se voit en Allemagne, ça se voit en Angleterre, ça se voit en Italie du Nord, que peut-être l'avenir n'est pas dans l'entassement et dans l'urbain généralisé. Alors, du coup, quel est le lien, vous allez me dire, à Europa City? Et c'est là où je vais céder la parole à mes petits collègues. C'est qu'un projet comme Europa City, et il y en a quelques autres comme ça, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, il y a des luttes remarquées et remarquables, sont censés justement nous faire aimer cela. Ces grands projets ont des systèmes de communication, délivrent des messages, suscitent ou veulent susciter ou nous faire susciter du désir pour ces villes-là. C'est du tout en un, où on vous offre de la culture, où il y a de l'accueil social, où c'est forcément proactif et écologique, c'est très très bien desservi, c'est censé, on le verra par la communication, nous faire désirer appartenir à la modernité. On a là, derrière Europa City, mais derrière d'autres projets, on a indéniablement ce que l'idéologie dominante cherche à nous vendre au travers du phénomène d'urbanisation généralisée et de métropolisation des territoires. Là où ça pose une question, c'est que comme de plus en plus de gens s'interrogent sur ce devenir-là, et ben du coup, il y a de plus en plus de lutte contre ces grands projets, mais il y a surtout aussi de plus en plus de résistance en dehors des villes et des grandes villes. Il y a des formes de sécession, des gens qui se retirent et qui vont mailler le territoire. En France, ça peuple à peu près l'ensemble de l'espace national autour de projets dits alternatifs qui ne sont pas nécessairement des luttes frontales, mais qui sont indéniablement des renouvellements de formes de résistance. Et dans tous les cas de figure, la question de sa propre trajectoire, de son propre rapport à la ville, est toujours un fait structurant. Il y a toujours eu de l'énervement, de la frustration, de la déception, à continuer à accélérer le mouvement dans cet urbain généralisé. Europa City est là pour nous faire aimer cette accélération, est là pour nous faire aimer la communication qu'il nous proposait. Donc ça donne de l'événementiel, une ferme, un projet écologique est totalement soutenable. Enfin bon, vous avez toute la logomachie et toute la logorée communicationnelle que l'on peut trouver. La chose, c'est que la ville n'est jamais mise en débat et le phénomène de métropolisation n'est jamais mis en discussion. D'où la proposition qui vous est faite aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est, Alain, que tu nous parles du coup de comment on lutte contre un machin comme ça, à partir d'Europa City, contre... non? C'était ça? Ah oui, excuse-moi. Ah bon? Ça va nous perturber en fait. On est censé du coup voir le film que Colline a produit. Oui, alors c'est pas notre œuvre. Hein. On a utilisé la présentation du film institutionnel pour le détourner. Voilà, c'est un détournement de film institutionnel, c'est pas une œuvre réalisée par nous. Hein. Voilà. Je lance. Dis-toi. Parquet, verbe transitif. Restreindre les libres déplacements par la délimitation des zones accessibles. Enfermer à des fins de conservation, exploitation, contrôle. Exemple, parquet du bétail. Synonyme, emprisonner, contraindre. Voici les seules règles urbaines que je connaisse. Lorsqu'on marche, ça devient une rue. Lorsqu'on s'arrête, cela devient une place. On flâne, c'est un jardin. On s'assied, c'est une cour. Ces formes sont des actions profondément inscrites dans l'inconscient des habitants. Il nous faut avouer que nous haïssons cet urbanisme de rangement, sans formes accueillantes, et que nous revendiquons le désordre vivant comme le seul moyen rationnel de laisser se produire un paysage.
figure de style associant à un terme, un qualifiant qui lui est essentiellement contraire. Exemple, une obscure clarté, une exploitation consentie. Ils étaient là comme dans une cage dont la porte eût été grande ouverte, sans qu'ils puissent s'en évader. Rien n'avait plus d'importance en dehors de cette cage, parce qu'il n'existait plus rien d'autre. Ils y demeuraient, étrangers à tout ce qui n'était pas elle, sans même l'ombre d'un désir de tout ce qui était au-delà des barreaux. La porte restait ouverte, et la cage devenait plus douloureuse dans sa réalité qui importait pour d'innombrables raisons et d'innombrables manières. Nous ne sommes jamais sortis du temps des négriers. Nombre de jours d'ensoleillement annuel à Garges-les-Gonesse, 75 jours, soit 290 jours de pluie, brouillard, neige et couverture nuageuse. Dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. J'en suis encore à convenir que l'urbanité me donne de l'énergie. Mais est-ce un leurre, un alibi, m'empêchant malignement de voir le vide en moi? Ou plutôt, m'empêchant de laisser ce vide advenir afin qu'il se teinte de ce qui compte vraiment. Il n'est pas de monnaie qui ne soit adossée à un ordre politique, dont les pièces portent traditionnellement la figure du garant, empereur, chef, homme d'État. Or, qu'est-ce qui figure sur les billets en euros? Non pas des figures humaines, non pas des insignes d'une souveraineté personnelle, mais des ponts, des aqueducs, des arches, des architectures impersonnelles dont le cœur est vide. La vérité quant à la nature présente du pouvoir, chaque Européen en a un exemplaire imprimé dans sa poche. Elle se formule ainsi. Le pouvoir réside désormais dans les infrastructures de ce monde. Le pouvoir contemporain est de nature architecturale et impersonnelle, et non représentative et personnelle. Ce qu'il y a d'intéressant à vous dire sur ce film, c'est que, en fait, il était sur la plateforme Vimeo, parfaitement disponible en ligne, jusqu'au 18 mai 2017. Il a été déprogrammé sur demande d'EuropaCity pour atteinte au droit d'auteur le 18 mai 2017. Or, le 18 mai, c'était 3 jours avant le grand rassemblement appelé par le CPTG sur le triangle de Gonesse pour faire des semis, des plantations et commencer à réaffirmer notre présence sur la zone. C'est un rassemblement qui a été très suivi et il n'est pas innocent sans doute que les services d'EuropaCity et les services juridiques se soient inquiétés de l'existence de ce film juste 3 jours avant. C'est pour ça que je vous en parle simplement parce que il a été remis en ligne par magie sans doute. Je vous invite vivement à le télécharger, vous le retrouvez sur Vimeo. Remplaçant le... Enfin bon, vous le retrouvez sur Vimeo, on mettra en ligne sur La Gueule Ouverte, peut-être sur Reporter, comme il était déjà paru. Vraiment, ça serait pas mal si beaucoup de gens pouvaient le reposter, histoire que les services d'EuropaCity soient un peu occupés. Je pense que ça peut leur faire du bien.
Voilà, je vous parlerai peut-être un peu plus en détail, je sais pas, de ce film si vous voulez après. Je laisse la parole là à Alain. Oui, trêve de plaisanterie quand même. Moi, il y a une chose qui me choque dans ce film là, c'est que on se permet de dire que je ne sais pas combien il y a de jours de beau temps sur la Vierge de Gonesse. C'est vraiment ridicule. Il ne faut pas oublier quand même qu'avec le réchauffement climatique, les choses évoluent. Et moi, je comprends finalement les arguments des promoteurs d'Europa City parce qu'eux, ils voient très loin, quoi. Donc, ils voient un horizon quand même 2040, 2050. Et d'ici là, on peut supposer qu'il fera meilleur à Vierge de Gonesse. Ou sans doute pas. Bon, mais voilà, moi je trouve qu'il faut quand même préciser les choses. Alors, c'est pas ça dont je voulais parler, mais ça a à voir quand même. Alors, oui, donc je voulais parler, moi, de l'ACOSTIF. L'ACOSTIF, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la coordination pour la sauvegarde des territoires d'Île-de-France. C'est donc une coordination informelle, qui n'est pas sous forme associative, qui a été créée en 2012, fin mai 2012. Et bon, sa création, c'est pas anodin, c'est-à-dire elle s'est faite sur la base de la rencontre de gens qui luttent contre le projet d'aménagement de Saclay, du plateau de Saclay, et de gens qui luttent plus sur les questions urbaines sur Paris, donc des Parisiens qui, à l'époque, organisaient un festival qui s'appelait le Festival des Alternatives, le FRAP, Festival des Résistances et Alternatives à Paris. Donc festival qui présentait tout un panel de luttes, etc., et d'alternatives, justement, comme son nom l'indique. Et ce festival, entre autres, avait été créé par un ami à nous qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui nous a quittés au mois de mai. Et donc je tenais, d'une certaine manière, à lui rendre hommage, puisque c'est lui qui est vraiment à l'origine de ce collectif, de cette COSTIF, parmi d'autres. Et il aurait été parmi nous ce soir, sans doute, enfin aujourd'hui. Donc, bon, alors, puisque je continue là-dessus, il y a une exposition sur lui qui est affichée au chapitre 10. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, il y a des photos très belles qui montrent son parcours militant. Donc je me suis appuyé là sur un texte qu'il avait écrit dans une revue qui s'appelle Courant Alternatif, il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois, et où il posait justement les questions qui peuvent se poser à la COSTIF elle-même, et pourquoi cette coordination qui a été créée en 2012, aujourd'hui en 2017, on ne peut pas dire qu'elle ait pris beaucoup d'ampleur. Elle continue à fonctionner, bien entendu, elle a l'intention de se développer, mais c'est pas évident, et c'est peut-être pas évident pour un certain nombre de raisons qu'on pourrait pointer et dont on pourrait discuter, en particulier en ce qui concerne le Grand Paris et comment on peut lutter contre. Alors là, je vais citer un petit paragraphe. Donc, il dit donc, face à l'offensive généralisée du Grand Paris, la résistance reste diffuse, organisée par territoire, ville ou quartier, quand elle devrait être régionale. Et c'est un peu ça qu'on vit donc sur Paris. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'alternatives et toute une série de luttes qui sont proposées, mais qui ont du mal à se fédérer entre elles. Et pour quelles raisons peut-être déjà parce que déjà c'est l'échelle du territoire évidemment qui joue, puisque la région parisienne, un territoire très étendu où les gens, chacun vivent quand même dans des plus petits territoires. Les gens ne vivent pas sur le territoire francilien. Enfin, et il n'y a pas d'identité vraiment francilienne, comme il peut y avoir par exemple à Notre-Dame-des-Landes une identité bretonne qui, à mon avis, résonne avec la lutte. Sur la région parisienne, c'est pas le cas. Les gens sont parisiens, soit de moins en moins d'ailleurs d'origine, de plus en plus, souvent par nécessité et de passage, et comme le disait Guillaume, ils passent pour aller peut-être ailleurs. Donc ça aide pas déjà le fait qu'il y ait ce morcellement déjà territorial entre les gens, parce que bon, se réunir, ne serait-ce que se réunir pour discuter ensemble, au-delà d'échanges sur Internet, en face à face, avec des gens de Saclay et des gens de Gonesse, c'est pas toujours évident, quoi. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi, peut-être aussi, l'origine des gens elle-même, et puis qui ils sont, puisque entre les gens qui se battent plus sur les aspects de gentrification et de remise en cause des quartiers populaires, et ceux qui se battent plus sur les questions de défense des terres agricoles, il y a forcément des manières différentes d'aborder les choses. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est arriver à faire comprendre et à dire qu'au fin de compte, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui est bien en cause, c'est bien cette espèce de proposition finalement à travers le Grand Paris, d'une espèce de classe moyennisation de la population, voilà, j'appellerais ça comme ça, finalement, qui est bien porté par un mouvement qui s'appelle En Marche, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais voilà, donc ce sont ces gens qui voudraient qu'on devienne tous finalement les membres d'une espèce d'immense classe moyenne qui n'aurait plus ni source ni racine, et c'est ce qui se passe dans la région parisienne, dans la mesure où nos luttes s'appuient sur
ce qui peut rester justement de ce qu'étaient à la fois les classes populaires et aussi les classes paysannes de la région parisienne, qui sont en voie de disparition, mais si elles sont en voie de disparition, certainement que leur esprit ne l'est pas. Et ça me paraît essentiel à dire. C'est-à-dire qu'en gros, l'esprit des classes populaires, tout ce qui a pu représenter comme manière de construire une autonomie, etc., ça persiste, et aussi, bien entendu, l'esprit de la paysannerie francilienne. Donc, on est en tout cas confronté à ça, et ça se sent aussi, et là-dessus, on a aussi des discussions entre nous, à notre niveau, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Est-ce qu'on va mettre en avant plutôt l'aspect quartier populaire? Est-ce qu'on va mettre en avant plutôt ce qui tourne autour de l'Europacity, etc. Et je crois qu'il ne faut rien mettre en avant. Il faut vraiment arriver, non pas à converger, parce que l'idée n'est pas de converger, mais peut-être à dépasser et à se situer au niveau où sont nos adversaires, c'est-à-dire qu'eux se situent bien dans cet espace global. Alors, est-ce qu'il faut que nous, je ne sais pas, c'est des questions, est-ce qu'il faut que nous, on propose une alternative globale? Je n'en suis pas non plus persuadé. Quel type d'alternative on doit proposer, en tout cas? Voilà. Je ferai une deuxième citation donc, de l'article de Jean-Pierre, où il termine en disant la révolte qui a suivi les violences subies par Théo, donc Théo qui a subi les violences policières à Aulnay-sous-Bois il y a quelques mois, montre que la mise à l'index des quartiers, la gentrification des villes populaires sont des questions indépassables, qu'on ne peut pas enterrer comme ça, et que l'aménagement du territoire reste un enjeu primordial de la vie sociale. Voilà, ça revient à ça, donc de dire que je crois, moi, enfin, avec aussi peut-être ma vieille expérience de militant d'autres périodes, que nous n'avons jamais été suffisamment sensibles aux luttes territoriales. Et qu'on avait tendance, en particulier dans les générations d'avant, à considérer que les luttes territoriales étaient, d'une certaine manière, des luttes secondaires par rapport au changement global, à la révolution et ce genre de choses, et que ça se réglerait quand on aurait pris le pouvoir pour aller vite. Et je pense que ce n'est pas du tout le cas, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a accepté finalement que nos territoires ne nous appartiennent plus, si tant est qu'ils nous aient appartenu, qu'on en soit dépossédés et que ça ne nous concerne pas de cette manière. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, on nous dit, et je crois qu'on l'a profondément intégré, c'est pas notre affaire. Alors que ce qu'il faut dire, c'est bien sûr que oui, c'est notre affaire. Et d'autant plus aujourd'hui où on se trouve dans cette situation où les territoires sont effectivement en train d'être détruits et que donc on ne peut plus laisser passer ça, on ne peut plus laisser faire les choses de cette façon. Et il faut bien se battre sur tous les plans. Je crois que j'ai largement fini mon temps. Oui, alors je vais parler justement en faisant une citation aussi d'un phénomène très propre, si j'ose dire, aux villes, c'est la pollution. Oui. Alors, citation. La pollution est aujourd'hui à la mode exactement de la même manière que la révolution. Elle s'empare de toute la vie de la société et elle est représentée illusoirement dans le spectacle. Elle est bavardage assommant dans une pléthore d'écrits et de discours erronés et mystificateurs, et elle prend tout le monde à la gorge dans les faits. Elle s'expose partout en tant qu'idéologie, et elle gagne du terrain en tant que processus réel. Alors, bon, contrairement à ce dont nous avons parlé, je ne vais pas faire un quiz, je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit d'un texte de Guy Debord qui s'appelle La planète malade, qui date de 71. C'est quand même marrant, ça fait plus de 40 ans, près de 50. Et le texte est développé sur 6 pages, cette histoire, autour de la pollution réelle et de la pollution évidemment mentale, aussi culturelle, puisque c'est la même chose, en quelque sorte. Enfin, c'est deux expressions d'un même phénomène. Pour ce qui est de la pollution proprement dite, puisque j'y suis quand même, je vais vous citer, bon voilà, j'arrêterai après sur les chiffres, mais d'expériences récentes, d'études récentes, il apparaît que 2 milliards de personnes utilisent de l'eau potable contaminée par des matières fécales. 2 milliards sur 7. C'est pas mal. Et autre chose qui peut éventuellement nous sensibiliser un peu aussi. Donc la pollution de l'environnement tue 1,7 million d'enfants chaque année dans le monde.
éminence d'enfants de moins de 5 ans. Je vais arrêter de vous tirer des larmes. Source FAO. Pardon? Source FAO. Oui. Ça, non, ça c'est l'OMS, mais c'est ça. Dernière chose, qui est propre aussi aux villes, si je peux dire, c'est que une grande quantité de gens dans le monde se rendent compte, commencent à se rendre compte, justement, comme disait mes petits camarades, Guillaume en premier, que la pollution lumineuse aussi, dans les villes particulièrement, nous empêche systématiquement de voir la Voie lactée et les étoiles. Par bonheur, ici, on se ressource un peu du côté de la Voie lactée pendant 2 jours. C'est bien. Alors, tout ça pour dire donc, grosso modo, qu'on est assez dépossédé dans les villes. Il fut un temps où les habitants, ce qu'on peut appeler les habitants, construisaient leur maison même. On appelle ça aujourd'hui encore l'architecture vernaculaire. Bon, avec un ton de mépris, bien entendu, par rapport à l'architecture des architectes, des professionnels qui sont les experts, dûment mandatés par les dirigeants quand il s'agit d'architecture publique ou les promoteurs quand il s'agit d'architecture privée. Mais donc j'ai rien contre la corporation des architectes, mais le fait est que il y a quand même une sorte de dépossession assez globale dans les villes de notre vie quotidienne. Et comment dire, le fait est qu'on a tendance à, comme disait Guillaume, à aggraver encore la situation. Avec ce Grand Paris, par exemple. En 1947, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au renouveau dû à la libération du sol national, un sociologue du nom de Jean-François Gravier a publié un texte qui s'appelait Paris et le désert français. Ça a eu un brin d'influence dans l'épisode de la reconstruction qui s'est faite assez, comment dire, à double effet contradictoire à partir de la pensée et du programme dont on reparle beaucoup ces dernières années du Conseil national de la résistance, qui effectivement a bâti en quelque sorte notre fameux système social dont on nous dit aujourd'hui qu'il ne serait plus bon, je vais bientôt m'arrêter. Dont on nous dit aujourd'hui qu'il ne serait plus en mesure d'être vécu dignement, alors que justement il a été mis en œuvre dans ce moment-là où la France et les Français étaient à genoux, économiquement parlant. Donc c'est curieux. Tout ça pour dire que, bon, on prendra un peu sur des questions justement d'architecture et d'urbanisme, mais sur l'éventuelle d'une réponse, moi ce dont je vais vous parler en quelque sorte, ça fait un peu fonctionnel, mais c'est ça, c'est justement des lieux qu'on pourrait dire communs, mais pas dans le sens des clichés, des lieux communs qu'on choisit nous-mêmes, comme nos communs. Et Notre-Dame-des-Landes, par exemple, en est un, c'est-à-dire un endroit où effectivement les gens s'organisent à la fois pour dire non à quelque chose, mais oui à autre chose aussi. Non à Vinci et à son monde, mais oui à un autre monde qu'on essaie de construire dans d'autres rapports sociaux, dans d'autres rapports humains, etc. Et il y a pas mal d'endroits, en fait, en France et dans le monde, où ces choses-là se passent.
d'une certaine manière, à Europa City, il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas encore la ZAD, mais il y a déjà quand même une bonne partie de l'idée de dire non au champ et à son nom. Même chose à Saclay, même chose en différents endroits. Donc ça, c'est pour la partie rurale, et on pourrait dire qu'en ville, il y aurait à peu près l'équivalent avec, je dirais pas la naissance, mais le développement, je n'aime pas ce mot, alors je veux dire le déploiement plutôt, le déploiement des squats par exemple, c'est-à-dire une appropriation effectivement de lieux qui sont des friches, des choses comme ça, qui sont souvent abandonnées d'ailleurs par justement les autorités, qu'elles soient privées ou publiques, et que les gens se réapproprient, parce que, comme disent les amis justement qui essaient de créer un lieu comme ça, nous avons besoin de lieux communs pour habiter le monde, justement. Mais habiter notre monde, celui que nous voulons, celui que nous essayons de construire aujourd'hui dans les débats, là encore, cette année encore, comme après d'autres les années passées. Mais tout ça, pour la voisine, c'est par définition, ce sont des lieux dispersés, bien entendu. Donc ce sera peut-être mais avec un petit passage quand même. C'est un problème que tous ces lieux soient dispersés comme ça, mais justement, en tout cas, c'est important de s'approprier justement les lieux. Je pense aussi, bien entendu, j'avais oublié Nuit debout. C'est une expérience qui a duré quand même à Paris, mais pas seulement, dans différentes villes de France, où des lieux, des places publiques ont été occupées. Je pense à d'autres occupations aussi. Oui, je terminerai là-dessus. Par exemple, celle d'usines ou d'entreprises occupées par des syndicalistes. C'est la même chose d'une certaine manière. Je pense que ça participe du même esprit, c'est-à-dire effectivement de s'approprier des lieux dans lesquels nous vivons, travaillons. Alors je vais essayer de faire rapide et puis après de toute façon j'espère qu'on aura le temps d'en discuter pour rentrer dans les détails qui vous intéresseraient ou pas. Donc comme je disais tout à l'heure, moi j'habite du coup entre Ivry et Vitry, en tout cas c'est là où je vis et avec différentes personnes en fait on essaye c'est pas qu'on essaye en fait, c'est qu'on le fait, on s'organise et on fait en sorte par rapport à ce qu'on voyait dans la vidéo, ce qui était raconté, cette espèce d'injonction à la consommation quand on habite en ville, ou l'injonction à la mobilité, etc. et tout. C'est du coup comment est-ce qu'on fait nous en tant qu'habitants notamment de la proche banlieue parisienne pour maintenir des lieux de vie qui nous correspondent en fait, dans lesquels on puisse encore avoir des solidarités et notamment s'extirper de ce que je disais tout à l'heure, donc les logiques capitalistes, logiques de consommation, etc. et tout, qui fait que de moins en moins de monde en fait peuvent suivre cette machine en fait qui est du coup en gros ces logiques de métropolisation notamment. Et je pense qu'on y arrive quand même relativement bien à notre échelle. Enfin, en gros, ça se concrétise par l'organisation donc sur des bases autogérées de récup de légumes d'invendus à Rungis qu'on va distribuer pour créer des solidarités avec nos voisins, voisines, d'organisation de cantines populaires en soutien soit au quartier, soit à des luttes aussi extérieures. Ça va être aussi des ouvertures de lieux, du coup pour avoir des lieux pour pouvoir se rencontrer, s'organiser, mais aussi des lieux à habiter. D'organiser aussi des manifestations, des événements pour dénoncer tout ce qui est les logiques et les expulsions qui ont lieu en ce moment à côté de chez nous, etc.
Donc voilà, et ça fonctionne plutôt pas mal. Enfin, notamment, on a dernièrement ouvert un lieu qui se trouve au 37 rue Marceau. C'est un gros bâtiment qui est la propriété du Crédit Mutuel, donc une banque. Et la gestion est à Next City, qui est donc un immobilier voilà, qui est notamment, donc Next City, c'est une des boîtes qui reprend tous les projets d'aménagement, de résidence, etc. et tout qu'on peut trouver. Donc voilà, et associé avec La Française qui sont des spéculateurs immobiliers. Donc ils avaient un bâtiment qui était vide depuis 2 ans. Ils n'en faisaient rien et donc du coup on a réquisitionné ce bâtiment et donc on l'occupe et c'est un lieu du coup d'habitation et d'organisation collective qui nous permet du coup de faire tout ce que j'ai essayé de lister comme ça juste avant. L'événement dont je voulais parler un peu ici par rapport à cette idée de métropolisation et comment est-ce qu'on lutte contre le Grand Paris et comment est-ce qu'on essaye nous aussi de dire que ce futur-là on n'en veut pas en fait et cette ville-là on n'en veut pas. C'est en fait un événement qu'on a organisé au mois de mars qui était un carnaval sauvage qui en fait est arrivé parce que des gens de la Costive justement, dont certains d'entre nous et certaines d'entre nous font partie, habitantes et habitants d'Ivry, Vitry, qui du coup réfléchissaient à comment est-ce qu'on peut faire des événements populaires pour mobiliser sur les questions de métropolisation et par rapport à ce qui se prépare autour du Grand Paris du côté des institutions, des aménageurs, mais aussi des collectivités territoriales, de l'État, etc. Et donc du coup ils avaient pensé à un carnaval, notamment parce que l'année précédente à Saint-Denis s'était organisé aussi un carnaval contre les expulsions et qu'on se rend compte qu'en fait, voilà, tout simplement d'aller dans la rue et d'être vraiment dans une réappropriation populaire de nos quartiers et en même temps de lier ces formes de fêtes qui sont du coup telles que nous on a envie de les faire et pas au moment où la mairie nous autoriserait à faire la fête ou tel ou tel organisateur, notamment par exemple la Société du Grand Paris, qui est l'entreprise qui est en train de construire toutes les gares du métro parisien, qui en fait n'est pas du tout un métro parisien, c'est un métro qui est là pour relier toutes les banlieues, enfin les villes qui sont limitrophes ou proches banlieues de Paris, enfin bon, bref. Et qui construisent tout autour des pôles de compétitivité. En fait, font par exemple appel à des artistes pour créer des événements où du coup les gens vont venir faire la fête, etc. Mais toujours lié à cette idée de on construit la ville nouvelle pour vous. Alors, voilà. Sauf qu'on ne vous dit pas que cette ville-là, en fait, dans 2 ans, elle ne sera plus pour vous parce que vous n'aurez plus les moyens de vivre ici. Donc du coup, cette idée, cette proposition de faire un carnaval contre le Grand Paris, nous plaisait beaucoup à Ivry. Et on est allé du coup aussi, en fait il s'avère qu'à ce moment-là il y avait un autre collectif qui en fait organise des carnavals sauvages, donc sur l'idée de faire des carnavals nocturnes non déposés et juste voilà de retrouver en fait aussi cette pratique du carnaval qui est une pratique de la transgression, de dénoncer aussi et de pointer en fait les symboles du pouvoir et de les tourner au ridicule et de dire aujourd'hui c'est nous en fait et du coup voilà, on va brûler les rois, etc. et tout et donc du coup en fait ça s'est fait assez rapidement en fait en quelques semaines, quelques mois. On a réussi à se rencontrer, nous, avec nos pratiques différentes et sachant qu'on n'est pas tous du même quartier, etc., pour se dire, en fait, oui, de faire quelque chose entre Ivry et Vitry qui permettrait d'amener, en fait, ce moment de fête commune, en fait, de lieu commun, ce que essayait de décrire Patrick, et en même temps de dénoncer aussi, du coup, ces logiques. Donc contre le Grand Paris, donc on est allé, il y avait plusieurs personnes qui étaient là en train de dénoncer justement les JO, etc. L'Expo universelle 2025 aussi, parce que ça on en parle moins, mais c'est en train de se faire et ça les arrange bien, c'est-à-dire que du coup ils disent le grand métro ça va être bien pour accueillir les JO et l'Expo universelle 2025, mais regardez en fait comme on a un grand métro, et il faut qu'on puisse, il faut qu'on accueille les JO pour pouvoir le rentabiliser. Par exemple, c'est des trucs comme ça, ils vont jouer en fonction du contexte ou de leur point de départ pour s'appuyer sur les différentes logiques qu'ils sont en train de mettre en œuvre et de préparer. Et en fait, du coup, on est parti du métro mairie d'Ivry
Et on a en fait sillonné les quartiers. Alors il faut savoir que vraiment sur l'annonce de l'événement, c'était pas du tout, c'était vraiment une surprise complète. Et on a été, c'était vraiment chouette. C'est-à-dire que du coup, il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient joué le jeu et en fait, ça a vraiment créé une rencontre entre et des gens militants qui arrivaient d'autres quartiers ou d'autres coins de la banlieue parisienne ou de Paris. Et des gens du quartier en fait, parce que justement quand on fait des cantines, quand on monte aussi, il y a une ressourcerie qui avait ouvert quelques mois avant, qui a été mise en place et portée par des gens qui habitent dans le quartier depuis 4-5 ans, même plus, depuis une dizaine d'années. En fait tout ça a vraiment brassé, et ce qui est marrant c'est qu'au final on était à peu près 200 personnes, mais du coup mouvantes, c'est-à-dire que les gens accrochaient un bout du carnaval et puis après continuer leur vie, puis revenir un peu plus tard, etc. Et tout. Et on est allé jusqu'au quai de Seine de Vitry, qui est encore un des rares endroits où on a le droit de faire des barbecues, parce que c'est de plus en plus rare, notamment, ce genre de pratiques en fait, qui sont de plus en plus interdites, voire qui font l'objet de répression en fait. Et on a brûlé là-bas le car à Montran, qui était en fait une effigie du Gros Paris, une espèce de gros bonhomme par lequel on rentrait donc par les fesses et on était recraché par la bouche, voilà. Et au final, donc sur les 200 personnes, il y avait énormément de gens costumés, etc. Et au final, c'est presque les enfants qui étaient les moins costumés, parce qu'eux n'avaient pas forcément prévu le truc, mais qui du coup, voilà. Et il y a vraiment une reprise de ce truc-là, où au final, à la fin, on ne savait plus qui était vraiment... qui était au courant de où on allait, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Et tout. Enfin, il y avait vraiment, ça brouillait énormément et énormément de très très bons retours sur cet événement. Mais en fait, mais c'est la limite peut-être que je voudrais soulever avant de passer le micro, c'est que au final, ce qu'on retient de ce jour-là, c'est une fête populaire et l'envie de faire des choses ensemble. Et ça, on la garde et c'est précieux. Mais du coup, la question de savoir comment est-ce qu'on lutte au-delà de ces événements ponctuels. Contre ces logiques en fait qui en fait eux quand ils parlent du Grand Paris, ils ont tellement de dispositifs différents et en fonction des territoires et en fonction de ce qui va se passer, c'est des interlocuteurs différents. Et donc comment est-ce qu'on essaye de créer des solidarités entre nous, Ivry, Vitry, qui venons d'être intégrés à la métropole du Grand Paris. Donc du coup ça veut dire en gros en termes de compétences, aux collectivités, en fait, on nous dépossède d'un certain nombre de choses en termes de décisions pour ceux et celles qui peuvent voter, parce que c'est le cas. Et il y a de toute façon un rejet énorme. Dernières élections, les deux élections, ça a tourné entre 60 et 70% d'abstention. Peut-être pas pour les présidentielles, mais bon, entre 50 et concernant les législatives, c'est 60-70%. Et du coup. Comment est-ce qu'on fait pour créer des solidarités aussi entre les différents territoires? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que, par rapport à ce qui se passe à Europacité, oui, on est contre, mais comment est-ce qu'on essaye de construire des solidarités qui soient à l'échelle de la métropole du Grand Paris et en même temps continuer à rester dans nos quartiers, dans nos lieux de vie, en fait, qu'il faut défendre au quotidien, parce que voilà, c'est aussi... voilà. Je vais peut-être m'arrêter là, même si c'est pas très très clair au niveau de la fin, et puis je vais passer la parole à Colline. Voilà. Du coup, je vais pas vous assommer. J'ai pas de réponse à comment est-ce qu'on construit des solidarités globales dans les territoires en voie de métropolisation. Tout ce que je sais, c'est que il y a une certaine envergure du geste assumé personnellement et que nous avons beaucoup incorporé l'ensemble des autorisations et absences d'autorisation dans les circulations de la ville, et c'est très marquant. Et que dès qu'on... par un ensemble de gestes simples, en dehors de... Enfin, il y a les gestes festifs comme les transgressions du carnaval, et il y a refuser d'ouvrir son sac parce que c'est normal dans l'état d'urgence d'ouvrir son sac quand on rentre dans une bibliothèque, sauf qu'en fait, non. Voilà. Ça c'est... Il y a des tout petits gestes qui sont parfaitement lisibles, qui sont plus ou moins difficiles à faire ou qui demandent plus ou moins d'énergie, mais reconstruire à l'intérieur des
pouvoir s'inscrire dans l'urbanisation aussi, sur des choses pareilles, relativement faciles. Il y a une palissade à un endroit, il y a un grillage à un autre, des gens l'enlèvent la nuit. Pour peu qu'on soit capable d'expliciter son geste ou de le rendre lisible, ça reprovoque des éclairs de liberté chez les gens qui passent, qui leur font du bien. Et il y a toujours quelque chose dans ce qu'on montrait avec ce détournement de ce film, avec le détournement du film institutionnel, c'est l'espèce de fascination et d'hébétude à laquelle veut nous réduire le capitalisme, qui nous fait marcher au pas. Il y a toujours moyen, je crois, de s'adresser à la part vivante de l'ensemble des hébétés qui sont nos concitoyens ou nos coreligionnaires. Et la part vivante, elle attend que d'être éveillée. Et si on l'interpelle, il y a vraiment un ensemble de petits gestes qui sont possibles. Elle répond. Voilà, ça c'est l'expérience. À vous la parole, je crois. Merci. On va donc pouvoir, pendant il nous reste 3 petits quarts d'heure, on va pouvoir passer aux questions de la salle, du chapiteau plutôt. Donc n'hésitez pas à demander à lever la main pour prendre la parole. Voilà, c'est fait. C'est parti. Oui, en fait, moi je ne vais pas ouvrir le débat, mais je vais compléter un petit peu ce qui vient d'être dit sur un autre site. Donc moi je suis Fabienne Rolla, je fais partie du collectif qui défend les terres du plateau de Saclay. Je voulais juste, et je travaille aussi dans la COSTIF pour réunir nos luttes. Et je voulais donner d'abord quelques nouvelles de ce qui se passe sur le plateau de Saclay, parce que je pense que c'est intéressant. C'est encore une fois une convergence de lutte qu'il faut considérer. Et puis finir par quelques considérations aussi générales, peut-être qui relancent le débat. Voilà, donc Paris-Saclay, vous n'en entendez pas beaucoup parler, pourtant c'est peut-être le plus vieux projet du Grand Paris. Ça fait plus de 10 ans qu'on se bat. Pourquoi on n'entend pas parler? Parce qu'il a été lancé sous des prétextes technoscientifiques qui peut-être impressionnent un peu les gens, je ne sais pas. Où on a l'impression que c'est désespéré, parce qu'il est vraiment au cœur du Grand Paris. Enfin, toujours est-il que ce projet, il est en grande partie... Pour l'instant, il a déjà commis des destructions énormes, puisqu'il a détruit 400 hectares de terres agricoles aux portes de Paris, d'excellente qualité agronomique, équivalente à celles qui vont être détruites sur Gonesse. Vous savez peut-être, si vous lisez les journaux, qu'en fait, la construction institutionnelle de ce cluster, en tout cas l'université Paris-Saclay qui en sert de prétexte, est actuellement dans une impasse très très grave. Et malgré ça, et ça pose des problèmes pour tout le reste de la construction, et malgré ça, on assiste actuellement à une fuite en avant tout à fait effrayante, puisque on prétend maintenant, après avoir urbanisé les 2 bouts du plateau de Saclay, en urbaniser le milieu, sous prétexte de les relier. Ensuite, de construire la fameuse ligne de métro du Grand Paris Express qui va nous connecter aux grands aéroports pour amener nos prix Nobel sur le plateau. Pour justifier ce métro, ou en tout cas l'accélérer ou le rendre incontournable, on a présenté la candidature du plateau de Saclay pour l'accueil de l'exposition universelle en 2025. Alors il est très clair que le territoire qui va accueillir cette exposition universelle, que ce soit Gonesse ou que ce soit Saclay, va se retrouver quasi automatiquement obligé de construire le métro, puisqu'il faudra accueillir 60 millions de visiteurs pendant toute la durée, pendant les 6 mois que va durer l'exposition. Je passe sur d'autres détails de cette fuite en avant, comme par exemple la construction d'un hôpital en plein champ, qui va conduire à la fermeture de 3 hôpitaux de proximité dans des villes de la région. Donc vraiment la création de déserts médicaux dans les environs. Bref, ce qu'on va faire sur Paris-Saclay, sachez-le, c'est une congestion totale du sud parisien et a fortiori de la région parisienne dans son ensemble, parce qu'on va perdre des terres agricoles qui vont être essentielles pour l'autonomie alimentaire de Paris. Voilà, donc sur place, il y a quand même des gens qui essayent de se battre, et récemment on a réussi à, faire une action commune entre les collectifs de défense des terres agricoles et des personnels et des syndicats des établissements qui sont déménagés dans ce cluster. C'est quand même assez nouveau. On a fait un forum le 1er juin, et donc si vous allez sur le site de la COSTIF, vous pourrez voir les vidéos de ce forum, c'est assez intéressant, parce qu'il y a vraiment une double analyse sur les parallèles qu'on peut faire entre les grands projets inutiles d'aménagement du territoire, et puis finalement la réorganisation qui est en cours aussi du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche,
qui sont finalement deux facettes du même processus néolibéral, et les mêmes ficelles, le déni de démocratie, les mascarades de débat public, et puis la litanie des discours sur la compétitivité, la compétition entre les individus, les laboratoires, les établissements, les territoires, les régions d'Île-de-France et les différentes villes métropoles qu'on veut construire. Donc c'est toujours les mêmes mécanismes, il n'y a pas de problème, avec derrière des processus de marchandisation et de spéculation financière qui sont aussi, que vous connaissez bien. Donc sur Paris-Saclay, on a un vrai Eldorado pour le BTP, il y a encore des milliers d'hectares à détruire s'ils le veulent. Le petit jeu consistant à vider des établissements dans des centres-villes, donc ça permet des opérations fructueuses de recyclage de sites immobiliers. On reconstruit sur le plateau, de nouveau, et là, dans le cadre de partenariats publics-privés, qui vont permettre d'endetter l'État pour des années, donc aux frais du contribuable. Voilà, je vais arrêter là pour le tableau de ce qui se passe sur Paris-Saclay. Je voudrais juste dire que l'exposition universelle, on a lancé une pétition contre cette expo universelle sur les terres agricoles d'Île-de-France, et que pour la retrouver sur Internet, il suffit de taper le hashtag #non-expo 2025. Voilà, je vous invite tous à aller la signer. Et puis je vais finir par quelques considérations pour revenir sur peut-être le débat général. Moi j'ai l'impression qu'on manque beaucoup d'urbanistes qui s'expriment vraiment et qui ont une réflexion très nouvelle sur l'aménagement du territoire. Et ça va aussi avec les reconversions agricoles. Je trouve qu'à la COSTIF, par exemple, on n'en a pas vu beaucoup. Il faut vraiment qu'on développe cette réflexion. Un aménagement de territoire, c'est en fait l'organisation même de notre société. Que ça va conditionner nos modes de vie, nos modes de travail, nos modes d'approvisionnement et même notre capacité de résistance, parce que quand on est francilien et qu'on a 1h30 de transport par jour, on n'a plus beaucoup d'énergie pour faire autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Intervention, oui, avant votre question, vas-y. Non, mais c'est sur la question des urbanistes à la fin. Il se trouve que moi je suis prof en institut d'urbanisme. Et il n'y a pas d'urbaniste qui propose véritablement d'alternatives. Mais non pas parce qu'il serait con, c'est tout simplement parce que l'urbanisme est né dans cette idée de la croissance urbaine. C'est-à-dire qu'on a des métiers aujourd'hui, des professionnels de la profession, qui défendent l'idée qu'il faut ériger le monde, il faut le bâtir. Or, je crois qu'il y a beaucoup de projets dits inutiles et imposés qui réclament de tout stopper, en fait. Voilà. Et nos sociétés sont en train d'aller à l'effondrement par l'accélération. Donc se pose la question de la vitesse, du mouvement et du coup de l'aspect bâtisseur de notre monde. C'est pour ça qu'ils sont rarissimes. Ils sont dans des logiques de marché, ils sont dans des agences, ils doivent répondre à des appels d'offres. Il y a toute une logique de métier, mais en plus, ils ne sont pas programmés collectivement pour pouvoir défendre tout simplement quelque chose qui leur serait très compliqué à gérer. Ce sont des alternatives, mais des alternatives qui sont contre l'idée même de tout projet. Aujourd'hui, alors ça vaut pour EuropaCity, je m'en suis fait, mais il y a des contre-projets ou des alternatives qui sont proposées, qui sont, de mon point de vue politiquement, par moments, un peu dangereuses. Voilà. Parce qu'on cultive l'idée qu'il pourrait y avoir un projet qui viendrait prendre la place du projet qui est proposé. Je crois qu'on est arrivé, mais peut-être le partagez-vous, à un moment de l'évolution où la question de la croissance infinie, de l'irréversibilité de nos actes, interpelle quand même le fait de toujours vouloir fabriquer le monde. Un urbaniste et un architecte, s'il y en a ici, vous pouvez, je dis, un gilet pare-balles, il n'y a pas de souci. Urbanisme et architecture sont là pour ériger. C'est le principe prométhéen du monde. Ça fait même millénaires que ça dure. Bon. Donc, ce constat-là, on le fait tous sur divers projets. Les alternatives sont toujours des contre-projets, c'est toujours des contre-expertises. Se pose quand même la question de faut-il continuer à bâtir. Je voulais juste vous poser une question en fait, par rapport à ce que vous venez de dire, et je suis complètement d'accord. Ce que je voulais poser comme question, dans les villes de plus en plus, on a du mal il y a un déficit de construction de logements pour les plus pauvres, pour les précaires, pour les situations à la rue. Comment ça s'articule ça? Parce qu'en même temps, je suis complètement d'accord qu'il ne faut pas arrêter, que ce genre de projets sont complètement débiles. En même temps, à l'intérieur de la cité, il faudrait quand même arriver à ce que des gens aient de nouveau des logements.
Pardon, oui, je pense qu'on a des réponses spontanées, militantes. Il y a des tonnes de logements vides. Des tonnes. Vraiment. Des surfaces mais immenses. Entre les bureaux construits pour la pure spéculation immobilière, les endroits comme les bâtiments administratifs désertés pour X ou Y raison, comme celui du centre social dont parlait Lise, le centre social autogéré qu'ils ont réoccupé. Comment est-ce que les plus pauvres peuvent construire? Quel espace on leur laisse pour qu'ils se fassent des cabanes, pour qu'ils aient accès à l'eau, pour qu'ils puissent se brancher sur l'électricité sans qu'on les vire, à grande charge de CRS? Les espaces, on les a dans nos villes. Je te passe le... Enfin, si vous suivez un peu, là en ce moment sur Paris, c'est énormément d'expulsions, et la période estivale, c'est terrible pour tous les mal logés, parce que en fait, en gros, comme beaucoup de Parisiens partent en vacances, ils en profitent pour virer en fait. Mais des bâtiments vides, il y en a mais plein. Enfin, parce que, eux, c'est dans leur intérêt, l'intérêt financier de construire. En plus de se masquer derrière ce truc de dire c'est pour faire des logements et pour faire des logements sociaux, alors que vraiment si vous vous penchez sur la question des logements sociaux, il faut savoir qu'il y a différents types de logements sociaux et de plus en plus les opérations en fait vont vers des logements sociaux qui ne sont pas accessibles aux personnes qui en ont réellement besoin en fait. Et donc du coup de toute façon ces nouvelles habitations, nouvelles constructions ne seront pas accessibles aux personnes qui en ont besoin. Donc, la question de la construction des logements, en fait, elle est, pour moi, elle est à mettre de côté pour l'instant, parce qu'il y a d'autres possibilités, je pense, et c'est là-dedans qu'il faut aller. Faut dire le minima, 25%. Je crois que c'est 20 ou 25%, mais de toute façon, il y a une partie notamment des communes parisiennes ou proches parisiennes, qui ont largement les moyens de de s'en foutre. Et du coup, ils construisent ce qu'ils veulent en termes de pourcentage de logements sociaux, ils payent quelques amendes à l'État. Et en plus, la région est passée à droite, énormément de communes sont en train de passer à droite, qui fait que ça, de plus en plus, c'est même pas porté politiquement par les élus locaux, quoi. Donc, tu peux rajouter un chiffre? Je peux me permettre d'intervenir là? Je me permets d'intervenir parce qu'en particulier, je pense qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, 70% des Français ont droit aux logements sociaux. Donc quand même, ça veut dire qu'effectivement, dans la graduation des logements sociaux, puisque tu en as parlé, les PLAE et les plus, et voilà, c'est ça, ça va être des trigrammes, assez complexes. Mais toujours est-il que ce qui est important de dire, c'est surtout pour essayer de faire venir les gens dans ce débat de la métropolisation, c'est d'essayer de leur faire comprendre qu'ils sont aussi concernés par cette métropolisation d'un point de vue déjà du logement social. Parce que quelque part, quand il y a du logement social, ça veut dire aussi qu'il faudra aussi qu'ils aient la possibilité de vivre avec les terres locales. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est un débat. Tout à l'heure, il a parlé d'infinité. Je crois qu'on vit dans une planète qui est finie. Et donc, le débat, c'est aussi de les alerter sur le fait que si on doit vivre localement, qu'est-ce qu'on a autour d'un logement social aujourd'hui? Ça veut dire aussi des terres. Donc, ça revient au débat et aux invités de cette année, qui sont les Gonesse. Voilà. Il y a 30% des centres-villes, des petites villes moyennes qui n'ont plus d'occupants. Pourquoi faudrait qu'on aille tous vivre dans les grandes villes? Il y a bien une question de répartition. Oui, non, mais est-ce que c'est pas aussi un peu l'inverse? Parce que ce qu'on constate, en tout cas sur les projets dont on a parlé là, c'est que c'est pas le logement qui est prioritaire dans ces projets. Hein. Sur par exemple sur Gonesse, et moi quand on parle d'Europa City, d'ailleurs je tiens à préciser ça, c'est que ça n'est pas que Europa City, le projet c'est vraiment l'urbanisation à terme de toute la zone entre Paris et Roissy. Et moi j'ai entendu une fois dans un débat un type qui se présentait je crois comme un urbaniste, qui disait dans le monde entier, il est logique que la zone qui sépare la ville et son aéroport soit urbanisée. Ça se passe comme ça dans le monde entier, il disait. Et il citait deux contre-exemples, un où il y a une montagne au milieu, on ne peut pas, et un autre, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça veut dire que dans leur esprit, c'est ça. Et que c'est pas seulement Europa City. Europa City, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais. C'est la manière de vendre le truc. Mais globalement, il est question de construire une nouvelle zone de bureaux qui occupera toute la zone de Gonesse, à part une réserve foncière quand même de 300 hectares. On nous dit c'est extraordinaire. On va quand même garder 300 hectares. Bon, mais on va en supprimer 400 et cette zone sera aussi grignotée au fur et à mesure. Donc il est question de construire une zone de bureaux et il est question
d'urbaniser toute la zone entre Paris, déjà entre Le Bourget et Roissy, dans un premier temps, et la zone qui est déjà... Et il y a un autre exemple qu'on n'a pas cité, qui est intéressant aussi, c'est la question du parc de la Courneuve. Donc le parc de la Courneuve, qui est un grand parc dans la même zone, hein, sur le nord de Paris, qui est à peu près le seul poumon vert important de la zone, il y a un projet qui vise à grignoter pour y construire non pas des logements sociaux, mais c'est un certain Roland Castro, dont certains ont dû entendre parler, qui est l'architecte en chef de ce truc-là, qui propose de construire un Central Park du Grand Paris, c'est-à-dire l'image de Central Park à New York, à savoir une zone, un parc réduit, avec autour des immeubles, mais encore une fois sans doute des bureaux, et encore une fois des immeubles, non pas pour les pauvres, et certainement pas, ou très peu, ou une part de logement social minime. Donc c'est vraiment pas la question, et moi je crois qu'au-delà de ça aussi, il est question de faire de Paris une ville, je dirais, alors peut-être en poussant les choses un peu loin, où il n'y a plus d'habitants. On transforme la poste, je prends les exemples des services publics, on va transformer la poste centrale, la grande poste qui était ouverte 24h/24 en un hôtel de luxe. On va transformer l'hôtel-dieu, qui est l'hôpital central quand même, en un hôtel de luxe, etc. Et ça continue. Donc ça veut dire qu'a priori, Paris sera... Et là, l'Europa City aussi est intéressant, parce que l'Europa City, c'est fait pourquoi? C'est pour faire venir les touristes chinois, et c'est pas par hasard s'il y a le travail est fait entre Auchan, mais aussi une multinationale de loisirs chinoise. Donc Paris, ville du tourisme mondial, la plus grande ville du monde évidemment, la plus belle ville du monde, qui sera dédiée à ça uniquement, et où il y aura à la rigueur même plus d'habitants, à part pour peut-être les prendre en photo, et encore maintenant on peut, avec la fourche à selfie, on n'en a même plus besoin. Voilà. Par rapport à ce qui vient d'être dit, j'aurais envie de dire plus d'habitants solvables. Parce qu'il y a une question qui a été un peu esquissée, mais qui me semble vraiment importante, qui est la question de classe. Alors bon, c'est le front prioritaire, tout ça, il y a plein de gens qui l'ont oublié parce qu'une période c'était le seul qu'on mettait en avant. Mais quand on regarde la gentrification, les transformations urbaines des banlieues, tout ça, elles ont des effets très différenciés suivant les populations. Elles ne se contentent pas de chasser les pauvres, parce qu'on en garde toujours en centre-ville, des pauvres qui restent là parce que pour travailler c'est plus simple, mais qui juste vivent plus mal dans des logements plus petits, en payant leur nourriture plus chère, etc. On en chasse une partie, mais il y a aussi une partie de la population qui profite de ces transformations. La partie classe supérieure et classe moyenne supérieure, on va dire. Et il y a une autre partie qui se retrouve un petit peu coincée entre les deux et qui profite de ce qu'elle peut profiter et souvent souffre quand même énormément parce qu'à Paris, elle doit prendre le métro tous les jours pour aller bosser, etc. Mais arrive à s'évader quand même en prenant des vacances très loin parce qu'elle a un petit peu de moyens avec son travail. Et j'ai l'impression que c'est cette réalité-là, il ne s'agit pas juste de le voir théoriquement, de dire c'est important d'un point de vue militant. Je pense que ça a un impact sur les formes des luttes qu'on essaye de construire. Parce que en fait, les plus pauvres sont complètement écrasés par l'obligation de réussir à survivre tant bien que mal dans ce monde merdique et n'ont pas vraiment de temps à consacrer à lutter contre ces dynamiques qui les écrasent. Les plus riches en profitent, ils n'ont aucun intérêt et les autres peuvent relativement tranquillement rester indifférents. Et j'ai pas de solution au problème que je viens de poser, hein, juste pense que c'est un truc vraiment important à prendre en compte quand on essaye de penser quel effet va avoir un projet urbain, ou comment nous on se situe par rapport à une transformation, quelle est notre propre proposition aussi de classe, quelles possibilités on a d'y échapper. Donc voilà, tout un ensemble de choses comme ça qui sont souvent passées sous silence quand on parle de la classe moyenne générale ou de trucs comme ça, qui permettent d'oublier que la société est quand même très, voire de plus en plus hiérarchisée en fait. Vous voulez répondre ? Vous voulez répondre ou pas ? Mais très rapidement, pour revenir sur la question des Europa City, etc., et puis rebondir là-dessus. Tous les grands projets dont nous parlons ont justement comme ambition d'étendre le front urbain. Je ne sais pas sur quelle lutte vous êtes impliqués éventuellement, quels sont les objets sur lesquels vous êtes impliqués, mais tous visent à étendre les fronts urbains. Tous sont situés aux franges immédiates des villes pour les faire grossir, que ce soit Europa City, Saclay, Oxylane, etc., etc. Cette logique-là est une logique du capital, elle est extensive. Et effectivement, elle vise à fixer, à polariser pour mieux dépasser, enjamber et continuer à croître. C'est le modèle nord-américain. Maintenant, sur la question des classes qui se jouent derrière.
Moi, il me semble que dans l'évolution des luttes, c'est ce que Patrick, mais peut-être qu'il voudra rebondir là-dessus, c'est ce que Patrick tentait de dire aussi tout à l'heure, la question au lieu est quand même aujourd'hui un fait remarqué, que ce soit ici ou dans les villes, c'est-à-dire une forme de réincorporation des luttes. Il y a quelque chose qui est en train de se nouer. Alors effectivement, c'est pas également partagé, toutes les classes sociales ne sont pas embarquées, mais néanmoins, il y a une évolution dans ce sens-là. Une forme de réencastrement, de réincorporation et de réappropriation des lieux. Ça, c'est un fait remarqué. Et je crois que ça nous interroge du coup sur nos propres grammaires de la résistance. Il y a des manières traditionnelles de lutter contre ces projets-là, qui n'étaient pas plus transclassistes qu'ils ne le sont aujourd'hui, et néanmoins, il y a bien des évolutions. Et du coup, un des éléments dans ces évolutions-là, de la relocalisation, c'est qu'il y a des repolarisations et des relocalisations qui suivent justement cette extension territoriale par la localisation des projets inutiles et imposés. Et c'est ainsi qu'il y a une concordance croissante entre l'extensivité des villes, la croissance des villes, et un maillage du territoire par toutes ces luttes-là qui visent à faire barrage de leur corps à un moment donné. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez intéressant de questionner sous l'angle justement de comment on embarque toutes les classes sociales derrière ça. Mais vraiment, ça étend les fronts urbains. Ça diffuse la ville sur l'ensemble des territoires. C'est en train de coloniser tous nos lieux d'existence. Ces grands projets ne sont pas concertés à cette fin-là, mais ont bien ce dessin-là. L'emprise foncière le permet, mais surtout, on crée une niche, on polarise, finalement, on crée sa propre solvabilité en allant se positionner sur un front urbain. Voilà, c'est juste que je... Bonjour, moi je vous remercie d'avoir abordé cette question qui me semble particulièrement importante aujourd'hui. Et alors je voulais rebondir un peu sur ce qu'avait dit monsieur sur les classes sociales. Je pense que tout le monde a peur à la ville, même les classes les plus aisées, même ceux qui gagnent bien leur vie en fait, puisque la ville aujourd'hui, de par la quantité d'argent qu'elle demande à ses habitants pour juste pouvoir se pérenniser en ville, enchaîne tout le monde au monde du travail et donc réduit tout le monde à un certain esclavagisme, enfin voilà, une certaine dépendance au monde du travail, et les gens ne supportent plus. À titre personnel, moi j'ai quitté Paris il y a 1 an, voilà, pour fuir ce mode de vie. Je suis allée donc maintenant vivre à la campagne. Je me fais pourtant rattraper par ça, puisque maintenant c'est dans une ville rurale de 600 habitants où on retrouve un vrai tissu social, des vraies relations, des choses qui donnent vraiment envie d'y vivre. Et bien aujourd'hui, on vient nous imposer un PLU qui va donc effectivement nous faire urbaniser au principe d'accueillir. Alors on entretient beaucoup d'amalgames aussi là-dessus, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas urbaniser, c'est qu'en fait vous êtes fermé, vous êtes sur un certain repli sur vous, etc. Et ça c'est plus difficile, enfin je ne sais pas si c'est plus difficile, mais en tout cas c'est encore autre chose que cette lutte contre les grands projets imposés et inutiles, puisque c'est difficile dans ce cas de se positionner. Moi je ne veux pas qu'on urbanise, on est facilement aussi un peu stigmatisé dans le sens où voilà, vous n'êtes pas dans une politique d'accueil, ces gens qui font leur petit pavillon que vous dénigrez, c'est aussi des pauvres, vous ne voulez pas des pauvres en fait, enfin voilà. Si je peux rebondir d'une façon un peu idéaliste, des copains qui se sont installés à la campagne ont lancé d'abord, parce qu'ils venaient de Paris, hein, ils en ont eu marre, exactement la situation que tu décris. Ils ont créé leur petit point de maraîchage, ils avaient suffisamment de place pour accueillir d'autres gens, qui ont lancé une pasterie, ensuite une recyclerie s'est lancée, et là maintenant, ils sont assez penchés sur l'idée de faire ces stations et monter une commune. Donc il faut d'autres activités pour retrouver l'autonomie. Mais il y a, je sais pas, une des modalités de réponse peut-être à l'accusation de fermeture ou de repli sur soi, ou d'immobilité, ou de terreur vis-à-vis de l'extérieur, ça peut se bricoler à partir de réaffirmation de non, nous formons commune en retrouvant des liens à l'intérieur du territoire et en l'affirmant haut et fort, non, nous sommes la commune indépendante de je sais pas où. Parce que peut-être, on l'a pas forcément dit, mais l'idée d'impuissance dont on parlait sur l'absence de prise sur notre environnement, une impuissance politique, quand on réhabite et quand on se réorganise, même en ville, j'ai envie de dire, pour s'extraire des circuits de la commercialisation usuelle,
trouve quand même de l'espace viable, quoi. Enfin, bon, je sais pas si c'est très... Je peux poser une question ou pas? Il y a d'autres personnes? Petite question, donc, puisque je suis un défenseur du revenu de base et à côté il y a un débat en ce moment même sur le revenu de base agricole, il me semble que la métropolisation, comme tout à l'heure vous avez parlé de classe moyenne, il me semble, à mon avis, de commencer à la cibler par rapport à l'aspect politique que vous avez bien voulu aussi subodorer. C'était pour moi beaucoup plus la cibler sur la bourgeoisie. Parce que, différents chercheurs, dont sociologues, ont à peu près ciblé cette France qui est en train de se réveiller un petit peu à sa manière, qui veut ni une droite ni une gauche. Et quelque part, moi, ce que j'entends plutôt dans tous les milieux alternatifs et plutôt comme ici à Notre-Dame-des-Landes, c'est d'essayer, justement, tout à l'heure le mot a été dit, c'était l'autonomie, la logique d'autonomie. Et à partir de là, on veut effectivement une certaine forme de liberté quand on est dans l'autonomie. Et donc, je pose la question, si aujourd'hui on était un petit peu plus autonome financièrement, c'est-à-dire avec cette fameuse autonomie financière qui est un revenu de base, comment expliquez-vous que les gens retourneraient ou pas à la terre, dans les territoires, à droite et à gauche, en France, pour essayer de recréer une économie d'une autre manière? Parce que finalement, ne vont-ils pas exporter aussi le modèle de la métropolisation actuelle? C'est pas la question que j'aurais choisie forcément pour une réponse, mais parce que je ne l'ai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les conditions de l'existence de ce revenu de base, que ce soit agricole ou urbain, ils ne sont pas réunis. Parce que, je crois, voilà, ça, c'est pas la question. Là, je m'aventure quand même, mais à parler personnellement. Mais je crois que ça ne pourrait être envisagé que dans une révision globale du système, de la société, parce qu'aujourd'hui, à la limite, je ne serais pas surpris que les patrons des mouvements En Marche y pensent et en parlent de ces jours, parce que réunir les différentes allocations sociales sous un seul terme, c'est pas forcément désagréable pour le capitalisme dominant en accroissement permanent et en accélération, même comme disait Guillaume, l'accélération permanente aussi. Donc je crois que ça ne peut être envisagé simplement que dans le cadre d'une reconsidération totale. À ce moment-là peut-être. Mais là actuellement, c'est un débat démocratique. C'est une du prix, comme là on parlait de la question du logement, c'est souvent effectivement les arguments employés justement par les décideurs, les dirigeants entre guillemets, le logement social, de même qu'on parle tout le temps des emplois créés qui sont totalement fictifs. Quand on regarde de près, avec justement l'aide de sociologues, de gens économistes, la réalité des emplois que pourrait créer EuropaCity par exemple, c'est dérisoire, c'est absolument dérisoire. N'empêche que ça fait partie de l'argumentaire, bien entendu, des poids comme ça. Et tout ça, je dirais, bon, ça ne peut être justement repris que globalement. Alors je vais essayer d'apporter une réponse qui aussi va un peu s'appuyer sur mon vécu personnel, je dirais. Concernant le revenu de base en tant que tel, je pense que déjà il y a plusieurs hypothèses sur sa mise en place, etc. et tout, donc je ne m'aventurerai pas forcément pareil sur une réponse directe. Mais pour revenir sur... en fait, moi je réfléchis plus en termes de comment est-ce qu'on s'émancipe du capital et donc de l'argent en fait. Comment est-ce qu'on essaye de créer aussi d'autres façons d'échanger. Même si quand on vit en ville,
l'argent, il est malheureusement, c'est comme ça, on peut pas s'en passer, mais comment est-ce qu'on fait en sorte collectivement d'arriver à s'en émanciper et à s'organiser pour que ça reste quelque chose à la marge et qui fasse qu'on ne se retrouve pas enchaîné à un travail ou enchaîné à tel ou tel individu parce que du coup on dépend financièrement de cette personne. Donc voilà, donc ça va passer par des principes, ce que je racontais un peu tout à l'heure, et puis à rajouter aussi du coup des pratiques d'autoréduction, d'imposer la gratuité en fait, de dire arrêtez de nous demander de payer dès qu'on fait quoi que ce soit. Et comment est-ce qu'on s'organise aussi en termes de ce qu'on fait aussi nous beaucoup, c'est la question de la solidarité face à la répression. C'est des choses qu'on essaye nous aussi encore une fois, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on le fait avec du coup la réussite que ça a, mais en tout cas ça fonctionne quand même pas mal, en tout cas moi me concernant ça le fait. Et puis la question de savoir est-ce que ça vaut pas le coup de sortir des villes, en fait, de vivre à la campagne, etc. Moi j'ai essayé et en fait je me suis retrouvée un peu à un moment donné je me suis retrouvée justement trop dans l'entre-soi à la campagne, et notamment je perdais la question politique de mon action, parce qu'en étant en ville, en fait, on est là aussi, on est à côté des lieux de pouvoir. On est là où en fait ça va les emmerder qu'on soit, et c'est pas pour rien que aussi la répression elle se fait beaucoup en ville, quoi. Et en même temps, du coup, cette question, et c'est pour ça que c'est intéressant pour revenir justement au collectif, on est pas mal aussi à être passé par le collectif MDDL Île-de-France. C'est aussi du coup comment est-ce qu'on fait des allers-retours entre la ville et la campagne pour essayer de se réapproprier des façons de s'organiser en dehors des logiques urbaines, et en même temps du coup en ville c'est là où sont les gens en fait, et si on part dans un petit coin de campagne tout seul, à un moment donné on va se faire bouffer par j'en sais rien, mais en tout cas moi mon hypothèse c'est de dire que en fait moi ça me suffit pas juste d'être sur une forme d'autonomie qui soit trop à la marge du pouvoir et du système en place, parce que j'ai aussi envie que ce système il change, et que du coup c'est en étant là où on a prise aussi sur ces lieux de pouvoir, sur les endroits où sont les décideurs, les aménageurs, et même les sièges sociaux, quoi, que ce soit Vinci, etc. Voilà, et c'est aussi comment est-ce qu'on crée des solidarités entre les territoires et entre les luttes, entre personnes vivant en ville et personnes notamment à la campagne, ou même sur des sites ici comme à Notre-Dame. Voilà. On va s'approcher de la fin de ce débat, il reste une 10 bonnes minutes. J'en profite aussi pour qu'il y ait une prochaine question, pour vous proposer ici ou dans les kiosques, on nous dira où c'est exactement, c'est sur le terrain, des recueils, des carnets de la décroissance, puisque beaucoup s'intéressent, ça touche aussi à la décroissance, ce dont on vient de parler, ou une nouvelle façon d'existence. Et donc, on a la chance d'avoir ces livres ici, écrits notamment par Guillaume Faburel, qui est ici, qui est universitaire à Lyon 2, et qui a écrit avec Mathilde Giraud, coécrit avec Mathilde Giraud, ces recueils sur la fin des villes. Donc, c'est en droite ligne avec ce qui vient d'être dit. Et donc ça peut doublement vous intéresser pour avoir une documentation approfondie sur le débat qu'il y a eu ici, mais peut-être que Guillaume vous en parlera un peu plus, parce que sa modestie fait qu'il ne voulait pas le présenter lui-même, donc il suit... Non, je ne vais pas en parler, mais c'est gentil. Juste pour revenir sur les questions de l'autonomie, c'est là où il y a peut-être un point de désaccord, c'est que le politique a besoin de nous faire croire qu'en dehors des villes, point de salut. Donc, en dehors des villes, on serait tout de suite seul. Sauf que l'ensemble des alternatives maille le territoire. Il y a ici de l'habitat groupé, on l'a connu dans les années 60, c'est en train de renaître. Ici, du jardin ou du potager partagé, on l'a déjà vécu, on le revit. Ici, une expérience de monnaie locale, on l'a déjà vécu, c'est compliqué, etc., etc., etc. Donc, j'aimerais juste que l'on soit conscient du fait que il faut vraiment avancer sur ces deux pieds-là et considérer qu'effectivement, en ville, il y a des luttes, des formes plus ou moins historicisées de résistance, mais en dehors des villes, dans cette fameuse périphérie qui serait complètement honnie et bannie, il y a des gestes ordinaires de sécession, de résistance qui maillent tout le territoire en fait.
Sauf que, bien évidemment, depuis le Panthéon ou l'Élysée, on n'en parle jamais. Tout simplement parce que c'est pas éligible aux politiques, c'est pas éligible à la résistance politique. Ça ne fait pas de suffrage à telle ou telle élection. Mais néanmoins, ce que disait Colline sur l'infrapolitique, c'est-à-dire la manière dont l'ordinaire devient un moyen de résister, est en train, le cas de partir de Paris pour cultiver son potager, on en pense ce qu'on veut, c'est en aucun cas un enfermement, c'est en aucun cas une autarcie, c'est une prise d'autonomie. Voilà, c'est une mise en geste qui traverse de plus en plus d'envie, de désirs sociaux face à une ville qui a complètement, finalement, nous a été retirée, de laquelle on a été dépossédé. Cette idée qu'il y aurait une multitude, pour reprendre les termes de Negri, il y aurait une multitude qui maille le territoire et cette multitude est invisibilisée par le capital est une réalité sociale, voilà, et socio-écologique, puisque la terre est généralement la justification première. C'est de ça dont on parle aussi dans les carnets. C'était pour ma modestie. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, George Orwell a écrit 1984 sur l'île de Jura, une petite île en Écosse. Il n'était pas à Londres ou à Paris. Voilà. Donc n'importe où on peut lutter. Et comme a fait admirablement Orwell. Bravo. Est à la grande ville, preuve en est chez Hélène Reynaud du SRADET en Bretagne, et les économistes mettaient en avant que d'ici 20 à 30 ans, il y aurait 80% de la population qui vivrait dans les métropoles. Déjà, ça donne une idée de ce que l'on prévoit pour nous. Donc il faut vraiment être conscient parce que les ingénieurs, etc., les économistes, etc., sauf exception, nous prévoient de vivre en grande ville. Donc tous les projets qui sont en ce moment à mettre en place sont dans cette perspective. Ça, il faut vraiment être conscient. Ça, c'est le premier point que je voulais dire, et ça a déjà été dit, mais c'est important de le souligner, c'est du vécu. Le deuxième point, moi j'ai fait le choix d'une grande ville de vivre en province. C'est pas au fin fond de la Bretagne, je vis dans un village de 1600 habitants. On vit sur place, on travaille sur place et je suis très heureuse. J'ai élevé mes enfants dans une qualité de vie extraordinaire. Nous sommes dans une réelle mixité sociale. On n'est pas des bobos. Hein, et en fait, on investit dans notre commune, on se prend en charge et réellement, eh bien, on essaie tous les uns les autres de vivre le mieux possible en agissant auprès de notre maire. Voilà. Et des associations qui sont très riches d'ailleurs et très nombreuses dans notre petit coin. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on est venu en milieu semi-rural, je ne peux pas dire rural quand même, semi-rural, ce sont les transports. Nous avons une qualité de transport incroyable. On a le train, on a la voie express, on a les écoles aussi pour nos enfants, de bonne qualité. Donc vraiment, on a un exemple, j'allais dire, tout à fait, qui peut servir de modèle à d'autres personnes qui auraient des craintes de s'expatrier en zone rurale, ou semi-rurale. Mais pour autant, on est très inquiets. Parce que nos maires, en fait, cherchent à recruter du personnel de santé et autres. Et ils ont tous ces gens-là, et je peux comprendre, qui ont fait des études, parce qu'ils ont fait leurs études en grande ville. Donc, ils ont le schéma de la grande ville. Ils se disent, en vivant en province, on n'aura plus les services, on n'aura plus les loisirs, etc. Mais c'est pas vrai. On a tout ce qu'il faut. Là où on est, on a théâtre, on a cinéma, on a association sportive. Réellement, moi qui étais une vraie citadine, je peux vous assurer qu'on a tout et en moins cher. Voilà. Donc, on peut accéder, si ça nous prend, d'aller à Paris voir une exposition, ou aller dans une grande ville faire des courses, mais notre vie, c'est pas de faire les magasins tous les jours. Hein. C'est de travailler, de vivre sur place. Hein. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que nos maires sont en demande de jeunes couples à venir s'installer. Donc n'hésitez pas, la porte est ouverte. Voilà. Mais il y a des a priori, même parmi les gens de la ville, qui ont des bonnes idées pour la ville, qui se plaignent de la métropolisation, qui viennent par chez nous, on vit très bien. Voilà.
c'est un cas à la fois exemplaire et qui pose quand même pour moi un certain nombre de questions. Mais bon, moi j'en retire qu'il faut changer de médecin et d'économiste, premier point. Mais effectivement que c'est dans l'air du temps que de vouloir croire que nos vies et notre émancipation est dépendante de notre coexistence urbaine, pour faire vite. Bon. Maintenant, ce qui m'interpelle dans votre cas, mais c'est le cas de milliers, de centaines de milliers de personnes, c'est la question consumériste de la ville. C'est-à-dire que, à ce rythme-là, avec des systèmes de déplacement, en réduisant la fracture numérique par l'hyperconnectivité dont on a parlé tout à l'heure, il sera toujours plus facile, ou de plus en plus facile, d'aller vivre 50, 60, 70 km des cœurs urbains et de consommer la ville comme bon nous semble. Bon. Je pousse le raisonnement à l'extrême. Je dis juste que c'est justement ce qui est à l'origine de la définition que l'INSEE donne de la ville. Les mobilités, les déplacements. On a, je crois, vraiment à se poser la question aujourd'hui de l'accélération et de l'offre de transport et des équipements qui servent nos déplacements. Parce que sinon, à ce rythme-là, effectivement, on va avoir quelques difficultés à lutter contre l'extensivité en arc de la ville. Et à ce rythme-là, le petit village, c'est pas ce que je vous souhaite, deviendra un hameau de 2000 habitants, une petite ville de 4000, demandera sa dotation globale de fonctionnement et d'équipement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça s'est passé par le passé. Mais c'est là où il faut résister. On est d'accord? Je dis juste que... Comment? Oui. Mais les maires essayent de singer les modèles métropolitains. Voilà. Pas partout, mais en général, ils se sentent tellement périphériques et déclinistes qu'ils vont essayer de rentrer en complémentarité des grandes métropoles et donc penser des modèles d'urbanisation ou des types, on parlait d'un PLU tout à l'heure, qui vont faciliter justement, attirer. C'est ce que vous disiez, faire venir des couples jeunes, avec enfants en bas âge, etc. Oui, non, je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est comment on ralentit. Voilà, c'est juste ça. Et ça pose la question de nos mobilités et de l'injonction que nous aurions à toujours plus nous déplacer. La question de la mobilité est quand même centrale là-dedans. Eh bien, je crois qu'on va... Moi, je voulais juste une autre question. Excusez-moi, juste parler des regroupements de communes, parce que moi, je viens de Touraine, mais j'ai vu ça en Bretagne aussi, où les communes se fusionnaient. Donc là, nous, on est en Touraine, c'est de la grande communauté de communes, mais extra large, quoi. Et les communes aussi se regroupent pour faire des grosses communes. Donc c'est un peu le début quand même de l'urbanisme à fond, quoi. Même c'est en campagne. C'est bien le modèle dominant de la ville, puisque une métropole, c'est quoi? C'est un nouveau périmètre qui va inclure des communes qui étaient périphériques pour tout simplement entériner un fait métropolitain à la bonne échelle gouvernementale, c'est-à-dire un gouvernement urbain qui coïncide avec le fait urbain. Donc la métropole, c'est un périmètre qu'on a étendu. Et dans la même réforme, on a l'injonction des petites communes de toujours plus se regrouper. Donc on crée des périmètres qui sont à taille nationale, voire internationale. Le but, c'est bien d'être en concurrence les uns avec les autres, sous couvert de solidarité intérieure, sauf qu'il n'y a pas plus de solidarité qu'il n'en avait auparavant. La question de la réforme territoriale est quand même centrale dans cette idée d'entrer ou de faire entrer la France dans l'ère de la concurrence territoriale. Voilà. Ça, c'est un fait remarqué et ça passe par des périmètres toujours plus larges, toujours plus grands et du coup des logiques politiques qui sont imposées et qui visent tout simplement à continuer à grossir, étendre les périmètres, octroyer des moyens, bâtir des projets, développer des équipements, etc. etc. Mais il y a, moi, de ce qu'on constate, en périphérie de tout ça, il y a néanmoins énormément de choses qui résistent. Voilà. Des micro-initiatives, des formes d'alternatives. Voilà. C'est pas ça clé, mais ça peut aider à réfléchir comment lutter contre ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un parmi les intervenants veut faire un mot de conclusion? Enfin, on sait déjà que le projet de Notre-Dame-des-Landes étant prêt à être enterré, c'est pas une plaisanterie. On a bon espoir tous ensemble, depuis le temps. On lâche rien. Mais on fera une fête, on en fera une autre. Eh bien, on aura d'autres déplacements à faire pour défendre, pour empêcher les grands projets inutiles comme EuropaCity et Sarclay. Alors un déplacement à faire justement, enfin, s'il y a des Parisiens ou des Franciliens ou même d'autres évidemment parmi vous. Donc là, la COSTIF a rencontré récemment, on s'est rencontré formellement avec une autre association qui est bien connue, qui s'appelle le DAL, Droit au logement, qui se bat depuis des années sur la question justement
de logement, enfin, problème de logement par rapport aux plus démunis et aux plus pauvres. Et donc il y a toute une culture, entre autres, d'occupation de lieux. Et on s'est rencontrés et on continue à s'organiser pour arriver à converger ensemble. Et peut-être justement autour de la question du projet de Gonesse, où là, comme ça a été dit plusieurs fois, on est vraiment à la frontière là, de Grand Paris, et ça concerne à la fois les espaces urbains et les espaces ruraux. Donc on réfléchit à ça. Et on va se voir le 2 septembre, donc on va sûrement se voir à Ivry, au squat, c'est ça, je veux dire, au squat dont parlait Lise. Et donc c'est le 2 septembre, on organise une réunion semi-publique avec les associations intéressées, etc. Et tous les collectifs en lutte sur la région parisienne. Voilà. Et aussi du coup, ce 2 septembre, il est aussi là pour préparer un autre truc qui est le 13 septembre, le CIO va donner la réponse concernant les JO et il y a de très très grandes chances que Paris se retrouve avec les Jeux Olympiques en 2024. Et voilà, donc du coup, c'était aussi, je pense qu'on va y réfléchir, mais l'envie de faire un truc aussi par rapport à ça le 15 septembre dans ces zones-là. Et bien tous à Paris, bientôt. Pour aller. Une manif de rentrée, un peu comme l'année dernière. Petit mot. Paris est une belle ville, mais on peut aussi aller s'y opposer au grand projet inutile. On va terminer de conclure. Merci aux intervenants, qu'on peut applaudir. Bien salut. Ils sont venus de loin, d'ailleurs, pour certains, de Paris, de Lyon, et d'ailleurs peut-être. Et merci aussi à vous qui subissez toujours. La chaleur commence à baisser, hein. Un peu de courant d'air, ça va faire du bien. Bon, il y a des rafraîchissements parce que d'ici un quart d'heure, on réattaque sur le pendant de la première intervention, puisque c'est l'immigration en France, mythe et réalité. Donc on va reprendre avec les mêmes intervenants que tout à l'heure, Augustin Grosdois et Gilles Lemaire. Le débat commençait tout à l'heure, donc n'hésitez pas, c'était fort intéressant tout à l'heure de revenir après avoir consommé un grand verre d'eau, une bonne bière, bien entendu. On compte sur vous pour le dernier débat de cette soirée qui se termine. Les débats se terminent à 19h. Avant de passer à la fête, puisqu'il y aura du chant, de la danse, etc. Merci encore aux intervenants et bon courage à vous.